Mercedes-Benz est l'une des entreprises automobiles les plus anciennes et les plus luxueuses du monde, avec une valeur d'environ 80 milliards de dollars. Mais comme elle fait partie des voitures les plus prisées et les plus chères aujourd'hui, il est facile d'oublier ses humbles débuts. Tout a commencé avec un pauvre ingénieur qui a dû faire face à de nombreux doutes et échecs dans sa quête pour construire la première voiture sans chevaux. Malgré les difficultés, il a prouvé que tout le monde avait tort et a transformé sa petite entreprise en la première et la plus grande société de production automobile au monde à la fin du 19e siècle. Mais ce qui avait commencé comme une réussite édifiante a pris une tournure étonnamment sombre lorsque l'entreprise a profité de la fourniture de véhicules militaires aux nazis dans le cadre d'un travail forcé. Alors, asseyez-vous et détendez-vous, car aujourd'hui nous allons couvrir la folle histoire de Mercedes-Benz et de l'homme qui a donné vie aux automobiles, Carl Benz. Carl Benz est né en 1844 dans la ville allemande de Mühlberg. Son père était conducteur de locomotive et parvenait à peine à faire vivre sa famille. Cependant, lorsque Carl a eu 2 ans, son père est décédé, les laissant, lui et sa mère, dans une situation financière désastreuse. Inutile de dire que l'enfance de Benz n'a pas été facile. Mais malgré la pauvreté et le fait qu'il se couchait le ventre vide, sa mère a fait tout ce qu'elle pouvait pour que son fils reçoive une bonne éducation. Grâce à elle, Carl peut aller à l'école et montre dès son plus jeune âge des signes d'intelligence, notamment en chimie et en mécanique. À 15 ans, Carl décide de suivre les traces de son père et passe l'examen d'entrée en génie mécanique à l'université de Karlsruhe, où il rencontre un professeur qui jouera un rôle important dans sa vie, Fernand Rettenbacher. Rettenbacher est considéré comme le principal artisan de la transformation de l'ingénierie mécanique, d'un métier d'atelier, en une science technique en Allemagne. Il croyait fermement que les machines à vapeur, qui étaient principalement utilisées à l'époque pour les chemins de fer et les navires, allaient rapidement devenir une chose du passé. Sous son enseignement, l'intérêt de Benz pour les voitures sans chevaux a vraiment commencé à se développer et, étant lui-même un cycliste régulier, il a commencé à bricoler sa bicyclette, expérimentant les moyens possibles de créer un véhicule motorisé. À cette époque, de nombreux ingénieurs et inventeurs avaient déjà tenté de créer la première automobile, et bien que certains d'entre eux aient réussi à construire des véhicules autopropulsés, ces premières inventions n'étaient pas encore tout à fait pratiques. Carl a remarqué que la plupart de ces véhicules étaient construits avec des technologies de moteurs à vapeur, et influencé par son professeur Rettenbacher, Benz a réalisé la nécessité d'un concept totalement différent. Bien que de nombreuses personnes se soient moquées de sa vision, il a toujours cru que c'était possible. Il avait juste besoin de plus de temps pour le prouver. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme à Karlsruhe à l'âge de 19 ans, Benz a passé les 7 années suivantes à occuper divers emplois dans le domaine de l'ingénierie et de la construction. Bien qu'il ait eu du mal à s'adapter à chacun d'entre eux, il a mis à profit tout ce qu'il avait appris pour lancer sa propre entreprise en 1871. À l'âge de 27 ans, Carl s'associe avec un mécanicien nommé August Ritter et ensemble, ils commencent à exploiter une fonderie de fer et un atelier d'usinage à Mannheim. Parallèlement, Benz continue de travailler sur son projet secondaire, à savoir la construction d'une voiture motorisée, de sorte qu'il lui semble essentiel d'avoir un partenaire pour l'aider à gérer l'entreprise. Malheureusement, son associé s'est avéré peu fiable, et après que les autorités locales ont confisqué ses outils, l'entreprise a connu d'énormes difficultés au cours de sa première année d'existence. Heureusement, Carl avait alors rencontré une femme, Bertha Ringer, qui allait devenir son épouse quelques années plus tard. Issue d'une famille aisée, Bertha était une femme aux valeurs fortes et ne supportait pas de voir les efforts de son fiancé gâchés par son associé. Elle a donc décidé d'utiliser sa propre dot pour racheter toutes les parts de Ritter dans l'entreprise, ce qui lui a permis, ainsi qu'à Carl, de prendre le contrôle total de l'entreprise. Ensemble, ils ont réussi à redresser la situation et à maintenir l'entreprise à flot pendant les 10 années suivantes. Malgré toutes les difficultés, c'est au cours de cette période que Carl a pu montrer son véritable génie et réaliser d'importants développements et avancées à partir de ses expériences parallèles, notamment pour un moteur à essence à 2 temps en 1879. Pour augmenter ses revenus, il a également commencé à faire breveter ses inventions, telles que le système de régulation de la vitesse du moteur, l'allumage par batterie, la bougie d'allumage, le carburateur, l'embrayage, le levier de vitesse et le radiateur à eau. Grâce à ses inventions, Carl s'est non seulement rapproché de son rêve de créer une voiture sans chevaux, mais cela lui a également permis d'ajouter d'autres produits qu'il pouvait vendre dans le cadre de son activité.
Cependant, ses affaires ne marchent pas aussi bien qu'il l'aurait souhaité. Les coûts de production de l'entreprise de Karl ont tellement augmenté que les banques ont exigé qu'elle soit constituée en société. Il est donc contraint de s'associer à d'autres investisseurs et de transformer son entreprise en société anonyme en 1882. Au final, Karl ne possède plus que 5% des actions de son entreprise et sa position dans la société est donc rétrogradée. Pour ne rien arranger, ses idées ne sont plus prises en compte lors de la conception de nouveaux produits. En fait, il n'avait plus aucun contrôle sur l'entreprise. Frustré et blessé par cet arrangement, Karl a fait ses valises et a quitté l'entreprise l'année suivante. Le départ de son entreprise a été un coup dur pour Karl, mais cette décision l'a rendu encore plus déterminé à réussir. Sa passion de toujours pour les bicyclettes le conduit à Max Rose et Friedrich Wilhelm, deux propriétaires d'un atelier de réparation de bicyclettes à Mannheim. Ensemble, ils fondent Benz & Compagnie et se concentrent sur la fabrication de machines industrielles et de moteurs à gaz stationnaires. Contrairement à la précédente entreprise de Karl, celle-ci démarre plutôt bien et devient très rentable en peu de temps. Avec un revenu stable et un effectif de 25 personnes, Benz se consacre enfin à son rêve de toujours, construire une voiture avec son moteur à essence. Au lieu simplement d'ajouter un moteur à une voiture, Karl construit la voiture autour du moteur. Et en utilisant une technologie similaire à celle d'une bicyclette, il construit ce que beaucoup considèrent comme la première véritable automobile en 1885, la Benz Patent Motorwagen. Ce véhicule à deux places se déplaçait sur 3 roues en fil de fer, formant un tricycle et était propulsé par un moteur à essence à 4 temps. Son moteur monocylindre produisait 2/3 de cheval-vapeur et pouvait atteindre une vitesse de 7 miles par heure. Benz savait qu'il s'agissait d'un véhicule révolutionnaire. Et après avoir testé et perfectionné son véhicule, il a présenté sa merveilleuse voiture au public au cours de l'été 1886. Cependant, les critiques sont mitigées. Si certains admirent sa création, la plupart des gens sont sceptiques à l'égard de la machine et ne veulent pas qu'elle circule dans les rues principales, de peur qu'elle n'explose. D'autres étaient même convaincus que Benz était le diable en personne au volant d'une voiture infernale. Les partenaires commerciaux de Karl ne sont pas non plus très heureux. Son obsession pour l'automobile l'éloignait de son travail et il ne voyait pas en quoi son invention pouvait être utile. « Pourquoi quelqu'un achèterait-il une telle machine ?» arguait-il. « Elle n'est pas plus rapide qu'un cheval, elle peut tomber en panne facilement et elle peut tomber en panne d'essence. » Cependant, Karl Benz était convaincu que sa voiture sans chevaux était l'avenir. Et il a commencé à fabriquer des automobiles pour la vente en 1888, le premier au monde à le faire. Son plus grand soutien était sa femme, qui restait souvent avec son mari dans l'atelier pour lui faire de nouvelles suggestions. Mais même après avoir apporté des améliorations, les gens ne voient pas vraiment la vision de Karl. D'autre part, les quelques personnes qui achetaient les voitures ne pouvaient les utiliser que pour parcourir de courtes distances et, même dans ce cas, elles avaient besoin de mécaniciens pour les accompagner à tout moment. De plus, comme elles étaient très chères, elles n'étaient accessibles qu'aux riches et à l'élite. Et même de nombreux membres de cette soi-disant élite ne les aimaient pas parce qu'elles étaient trop bruyantes et désordonnées. Cela dit, une chose était claire. Karl devait convaincre le monde que l'automobile était là pour durer. Un matin de l'été 1888, Bertha Benz se lève très tôt, alors que Karl est encore au lit, et monte dans la voiture de son mari pour entreprendre l'un des voyages les plus importants de l'histoire de l'automobile. Elle emmène ses 2 fils et part rendre visite à sa mère à Pforzheim, à 106 km de Mannheim. Bertha n'a pas informé son mari ni la police de ses projets, probablement parce que, si elle l'avait fait, il ne l'aurait pas laissé partir. À l'époque, aucune automobile ou voiture motorisée n'avait tenté un voyage aussi long, mais elle était déterminée à montrer l'importance de l'invention de Benz. Cependant, ce voyage n'a pas été une promenade de santé. Bertha a dû faire face à de nombreux problèmes, comme traverser des routes poussiéreuses et rocailleuses destinées aux chevaux, s'arrêter dans une pharmacie pour faire le plein d'essence, et même effectuer quelques réparations mécaniques en cours de route. Il a fallu à Bertha et à ses 2 enfants environ 12 heures de voyage pour parcourir les 66 miles, mais ils sont finalement arrivés à Pforzheim sans encombre. Ce voyage a surtout permis à Bertha d'atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé, faire savoir que l'automobile était l'avenir du transport. La Benz Motorwagen devient ainsi le sujet de conversation de la ville et fait une grande publicité à l'entreprise de Karl.
Très vite, Benz et compagnie commencent à se développer rapidement, à tel point qu'en 1890, elle devient le deuxième plus grand fabricant de moteurs d'Allemagne, bien que ce ne soit pas par la vente de ses automobiles, mais par celle de ses moteurs à essence stationnaire. L'arrivée de deux partenaires commerciaux, Friedrich von Fischer et Julius Ganz, va changer la donne. Pendant qu'il s'occupait des affaires et de la commercialisation, Benz a pu se concentrer davantage sur l'ingénierie et a pu breveter plusieurs innovations automobiles, telles que la transmission à engrenage planétaire, la direction à double pivot et le moteur à plat avec une configuration boxer. Sur la recommandation de ses partenaires commerciaux, il a également conçu et fabriqué une nouvelle voiture améliorée qui a été mise en vente en 1893. Il l'appelle la Benz Victoria. Il s'agit d'une voiture plus luxueuse pour 2 passagers, équipée d'un moteur de 3 chevaux, capable d'atteindre une vitesse de 11 miles par heure. Grâce à sa fiabilité, le véhicule se vend assez bien, mais c'est son modèle suivant, la Benz Vélo, plus abordable, qui connaît un véritable essor. Avec une production totale d'environ 1200 voitures, ce vélo est devenu la première automobile produite à grande échelle de l'histoire, faisant de Benz et compagnie la plus grande entreprise automobile du monde dans les années 1890 et au début des années 1900. Cependant, alors que la société Benz jouit de son nouveau succès, elle subit également une forte pression de la part d'une autre société située non loin de là, Daimler Motoren Gesellschaft. La société Daimler Motoren Gesellschaft était dirigée par Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach. Tous deux étaient de brillants ingénieurs, mais Gottlieb Daimler en particulier était connu pour être très compétitif et avait beaucoup de relations et de connaissances en termes d'affaires, ce qui semblait manquer à Karl Benz. La première automobile Daimler, vendue dans le commerce, est apparue en 1892. 2 ans plus tard, une voiture à 2 cylindres voit le jour et, en 1897, le premier modèle à moteur avant, la Daimler Phoenix, est présenté. Il est clair que la société Daimler rattrape son retard sur Benz, car ces véhicules semblent plus attrayants et plus confortables pour le public. Cependant, M. Daimler décède malheureusement en 1900, laissant Maybach à la tête de l'entreprise, mais c'est sous le contrôle de Maybach qu'il conçoit sa plus grande réalisation, la Mercedes 35 chevaux en 1901. Ce qui rend ce véhicule si particulier, c'est qu'il s'agit de la première automobile à ressembler à l'idée que nous nous faisons aujourd'hui d'une voiture. Elle était équipée d'un puissant moteur à essence, sa carrosserie était plus large et plus grande, avec un châssis en acier fabriqué sur mesure, et son centre de gravité était proche du sol. Initialement conçu pour la course, ce véhicule a été construit à la demande d'un riche homme d'affaires, Emil Jelinek, qui a décidé de donner à la voiture le nom de sa fille, Mercedes. Cette voiture a remporté de nombreuses courses de rue et des courses de côte, atteignant une vitesse de pointe de 90 km/h, supérieure à celle de tous les autres véhicules de l'époque. Cette victoire a attiré l'attention de la société Daimler, qui a décidé de renommer tous ses véhicules sous le nom de Mercedes et a commencé à produire de nouveaux modèles pour la course et l'usage public sous le même nom. En revanche, cette nouvelle tendance ne convient pas aux partenaires de Karl Benz, qui veulent une réponse immédiate. Pour contrer la concurrence, ils font appel à des designers français pour les aider à concevoir un nouveau modèle plus rapide sans l'accord de Karl. Benz est furieux et contrarié par cette décision. Il n'a jamais aimé l'idée des courses automobiles et a toujours préféré conduire lentement et prudemment. Il était horrifié par le bruit et le danger que représentait une personne roulant à grande vitesse sur les routes publiques. La voiture construite par son équipe n'est pas non plus un succès, ce qui nuit à l'entreprise Benz qui connaît une nouvelle crise entre 1903 et 1904. En colère et déçu, Karl décide de quitter son entreprise tout en restant au conseil d'administration. Mais il finit par accepter de faire concourir ses voitures et c'est le succès en course qui sauvera finalement son entreprise. En 1908, Benz dispose d'un véhicule de course de 120 chevaux, un monstre qui relie Leningrad à Moscou en 8h30 avec une vitesse moyenne de 80 km/h. Il s'agit là d'un exploit incroyable, compte tenu de l'état primitif des rues à l'époque. Mais c'est la Blitzen-Benz de 200 chevaux qui va remarquablement mettre la marque sous les feux de la rampe. Construite en 1909, cette voiture de course battra le record absolu de vitesse atteint par un avion, un train ou une automobile à l'époque, en dépassant les 225 km/h en 1911. Cela place Benz aux côtés de Daimler comme l'une des automobiles les plus recherchées de l'époque, et les deux entreprises enregistrent de bonnes ventes dans les années qui suivent. Toutefois, ce succès fut de courte durée, car le déclenchement de la Première Guerre mondiale allait bouleverser la vie des gens et l'économie mondiale.
Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, le pays a connu une récession économique et les deux entreprises, Daimler et Benz, se sont retrouvées en grande difficulté. Pour renforcer leurs chances de survie, les deux entreprises mettent de côté leur rivalité et signent un accord en 1924, dans lequel elles conviennent de combiner leurs efforts de production et de commercialisation, tout en conservant leurs noms individuels, afin de réduire les coûts. Mais cet accord ne dure que 2 ans. L'économie allemande se détériore et les deux entreprises sont contraintes de fusionner complètement en 1926, créant une nouvelle entreprise appelée Daimler-Benz. Sous l'égide de Daimler-Benz, l'entreprise a rebaptisé ses véhicules Mercedes-Benz et a lancé plusieurs modèles impressionnants à la fin des années 1920, tels que les Mercedes-Benz Type 630, modèles S, SS et SSK. L'un des principaux et plus brillants ingénieurs ayant participé au développement de ces véhicules est Ferdinand Porsche, dont le nom deviendra plus tard très célèbre dans l'industrie automobile. Karl, quant à lui, est resté au conseil d'administration de Daimler-Benz et a pu constater le succès de ses voitures et s'émerveiller du chemin parcouru par l'industrie automobile au cours de sa vie. Malheureusement, il est décédé peu après la fusion de l'entreprise en avril 1929, à l'âge de 84 ans. Après sa mort, l'entreprise a continué à croître en taille et en puissance, devenant l'un des meilleurs constructeurs automobiles au monde. Cependant, il a connu certaines de ses meilleures années sous la direction d'un protagoniste improbable, Adolf Hitler. Lorsque Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, il a voulu présenter au monde entier l'ingénierie et la technologie allemande, dans le but de faire passer son point de vue politique avant les autres. L'une des façons dont il a décidé d'impressionner le monde a été de mettre en avant les voitures allemandes dans les sports automobiles internationaux. Presque immédiatement, il a accordé une importante subvention à Daimler-Benz pour qu'elle participe au Grand Prix. À l'époque, aucun autre constructeur automobile ne consacrait autant de temps et d'argent à la construction de voitures incroyablement rapides que Daimler-Benz, et cela se voyait sur les circuits. De 1934 à 1939, Mercedes a dominé les courses de Grand Prix, roulant à des vitesses allant jusqu'à 322 km/h avec ses modèles W25 et W125. Cependant, un nouveau rival, Auto Union, un autre constructeur automobile allemand sponsorisé par son propre pays, lui fait concurrence. Auto Union connaîtra également son lot de succès au cours de la même période, remportant 25 courses entre 1935 et 1937. Ces succès placent l'Allemagne au premier rang mondial dans les épreuves de sport automobile, en particulier Mercedes-Benz, qui devient même la marque automobile préférée d'Hitler. En fait, l'une des voitures que l'on voyait fréquemment à son bord était la Mercedes-Benz 770, un grand véhicule de luxe utilisé principalement par les politiciens nazis de haut rang et d'autres responsables de l'Axe. Cependant, avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, l'entreprise Daimler-Benz se retrouve bientôt en grand danger. La demande de voitures civiles s'étant raréfiée, elle s'est mise à fabriquer des véhicules militaires, des sous-marins, des chars et des moteurs d'avion pour l'armée nazie. Les camions militaires, d'une capacité de 3 à 6 tonnes et demie, constituaient son principal secteur d'activité. En 1942, l'entreprise a cessé de produire des voitures publiques car tous les efforts ont été consacrés à la guerre. Et à mesure que la guerre s'intensifiait, il a fallu recruter du personnel pour faire face à l'augmentation de la production d'armes militaires. Étant donné que l'ensemble de la main-d'œuvre est désormais engagée sur le front, Daimler-Benz commence à recruter des femmes pour faire face au volume d'unités requis. Mais comme cela ne suffit pas à répondre à la demande, l'entreprise a recours au travail forcé. Ces prisonniers de guerre, civils kidnappés et détenus des camps de concentration sont logés à proximité des usines et contraints de travailler de longues heures sous l'immense pression des Allemands. La plupart de ces travailleurs étaient originaires d'Europe de l'Est et étaient internés dans des camps de baraquement où régnait une ambiance de prison, tandis que les détenus de camps de concentration étaient surveillés par l'escouade SS allemande dans des conditions de vie inhumaines. De nombreuses personnes sont mortes dans ces camps, soit de malnutrition sévère, soit de mauvais traitements ou même de torture. En 1944, près de la moitié des 63 000 employés de Daimler-Benz étaient des travailleurs forcés. Après la fin de la guerre en 1945, l'entreprise a été durement touchée. En vertu des accords de Potsdam, tous les actifs allemands à l'étranger ont été confisqués et utilisés pour payer les réparations. Daimler-Benz a donc perdu toutes ses anciennes filiales, sociétés affiliées et succursales à l'étranger et a été réduite à ses propres usines dans son pays d'origine. En d'autres termes, l'entreprise a dû redémarrer et gagner sa place.
Tout d'abord, Daimler-Benz a été restructuré et notamment dénazifié au niveau de sa direction. Grâce à ces changements radicaux, l'entreprise a pu obtenir un permis de production de la part des autorités d'occupation américaines en 1946. Bien que ces usines aient été gravement endommagées par les bombardements, Mercedes-Benz conserve l'avantage de posséder sa propre usine, car de nombreux autres concurrents tels que BMW ou Adler ont perdu leurs usines lorsqu'elles se sont retrouvées en territoire soviétique. La société Mercedes-Benz concentre alors ses efforts sur la production d'ambulances, de véhicules de patrouille de police et de camionnettes de livraison sur la base de ses modèles 170V et utilise l'une de ses usines comme centre de réparation pour les véhicules de l'armée américaine. En 1947, elle a repris la production de véhicules de tourisme, mais avec seulement 1045 véhicules de son modèle 170V produits cette année-là. Mais même dans une situation financière loin d'être idéale, Daimler-Benz est parvenu à dégager des bénéfices un an plus tard. Dans les années 1950, Mercedes-Benz a réussi à regagner une grande partie de son influence en revenant en force dans les épreuves de sport automobile, ainsi qu'en réalisant des ventes fructueuses dans le monde entier, au point qu'en 1954, l'entreprise avait déjà réalisé un bénéfice de plus d'1 milliard de dollars. Au fil des ans, Mercedes-Benz a complètement changé son image et est devenue l'une des marques automobiles les plus précieuses au monde. Cependant, tout cela n'aurait pas été possible sans Karl Benz, qui, malgré ses origines modestes, ses défis et ses doutes, a eu le courage et la détermination de transformer son rêve en réalité. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous apprécierez la vidéo. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. D'ici là, je vous dis à la prochaine fois.